Et si ce moment n'était pas seulement une élection, mais un test brutal de ce que vaut réellement un État face à son propre peuple, quand les Nations Unies parlent, ce n'est jamais par compassion. C'est parce que les fissures sont déjà visibles, parce que le pouvoir a commencé à craindre ce qui se passe à l'intérieur même de ces murs. Tout commence toujours de la même manière, une tension lourde, des silences qui remplacent les débats, des soldats là où il y avait des enfants. Ce ne sont pas des signes de force, ce sont des signes de peur. Le pouvoir ne s'effondre presque jamais sous la pression extérieure, il se fracture de l'intérieur quand les loyautés deviennent incertaines, quand ceux qui protègent le système commencent à se demander s'ils méritent encore d'être protégés. La répression n'est pas une démonstration d'autorité, c'est un aveu. Arrestation ciblée. Les journalistes réduisent au silence. Internet coupé. Chaque geste dit la même chose. Le récit officiel ne tient plus. Et face à cela, une force apparaît. Pas organisée comme une armée. Pas dirigée par un seul homme, une force diffuse, dangereuse, incontrôlable, la conscience collective. Une génération qui a grandi sous un seul pouvoir, qui a vu les promesses se répéter puis se vider de leur sens, qui ne demande plus la permission de penser, qui documente, partage, compare, relie les luttes. C'est là que la trahison devient possible. Pas une trahison spectaculaire, une trahison silencieuse, des ordres exécutés à moitié, des regards qui se détournent, des structures qui obéissent par habitude, mais plus par conviction. À partir de ce moment, l'État n'est plus un bloc, il devient un champ de force, et la question n'est plus qui gagne l'élection. Mais qui survivra à ce que cette élection révèle? Dis-le en commentaire si tu penses que le vrai combat commence toujours après le vote. Ce qui rend ce moment dangereux, ce n'est pas la rue, ce n'est pas le vote, ce n'est même pas l'opposition. Le vrai danger pour un système ancien, c'est quand la peur change de camp. Pendant longtemps, le pouvoir a fonctionné sur une équation simple, contrôler la force, contrôler le récit et faire croire que rien d'autre n'est possible. Mais cette équation se dérègle quand une génération entière cesse d'y croire. Quand les jeunes ne demandent plus qui dirige, mais pourquoi lui encore ? Quand l'obéissance devient mécanique sans loyauté réelle, c'est là que les fractures internes apparaissent, pas dans les discours publics, mais dans les couloirs, dans les casernes, dans les institutions qui continuent de fonctionner, mais sans foi. Un État peut survivre à la colère populaire, il ne survit pas longtemps à la méfiance interne, quand chaque ordre est exécuté avec hésitation, quand chacun commence à calculer l'après. La répression, à ce stade, n'est plus un outil, c'est un symptôme. Plus elle augmente, plus elle révèle que le centre ne tient plus, que le pouvoir n'est maintenu que par l'inertie et la peur, et en face, quelque chose change. La foule n'est plus seulement une foule, elle devient mémoire, elle devient preuve, elle devient archive vivante de ce qui se passe réellement. Les téléphones remplacent les communiqués officiels, les vidéos brisent le monopole de la version d'État, et soudain, le pouvoir ne peut plus dire « ce que vous voyez n'est pas vrai ». C'est ici que la question n'est plus morale, mais structurelle. Un système construit autour d'un homme peut-il accepter d'être remplacé sans s'effondrer? Des réseaux de privilèges peuvent-ils se dissoudre pacifiquement? Une armée dressée pour protéger un régime peut-elle, du jour au lendemain, protéger une transition? Réfléchis-y. Parce que ce moment n'est pas unique, il s'est déjà produit ailleurs et chaque fois, le même choix se présente. Réformer en profondeur ou durcir jusqu'à la rupture. Ce qui arrive ensuite ne dépend plus d'un bulletin, mais de la capacité d'un État à se réinventer sans se déchirer. À ce stade, il faut arrêter de regarder la scène comme un simple affrontement politique. Ce qui se joue est plus profond, plus lent, plus irréversible. Quand un système sent que le sol bouge sous ses pieds, il cherche d'abord à se durcir, il centralise, il verrouille, il transforme l'État en machine défensive, mais chaque verrou ajouté révèle une vérité gênante, la confiance a disparu. C'est là que la notion de trahison interne change de sens. Il ne s'agit pas de complot spectaculaire, il s'agit d'érosion, d'un pouvoir qui n'est plus porté, seulement toléré. Les institutions continuent d'exister, mais elles ne croient plus à leur propre récit. Les forces de sécurité obéissent,
mais observe. Les élites restent en place, mais préparent des sorties. Chacun commence à se demander non pas qui est légitime, mais qui sera encore debout après. Dans ce contexte, la foule devient un acteur stratégique, pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est nombreuse, visible, persistante. Elle oblige le pouvoir à se révéler tel qu'il est réellement. Un État sûr de lui n'a pas peur des caméras. Un État sûr de lui n'a pas peur des voix discordantes. Quand tout devient une menace, c'est que l'architecture elle-même est fragile, et c'est ici que le piège se referme. Plus le pouvoir se protège, plus il s'isole. Plus il s'isole, plus il dépend d'un cercle restreint. Plus ce cercle se referme, plus chaque défection potentielle devient mortelle. La question n'est donc plus seulement celle de la victoire populaire, la question est celle de la capacité à transformer l'élan collectif en structure durable, parce qu'une foule peut renverser un rapport de force, mais seule une organisation peut refonder un État. Et c'est là que beaucoup de luttes échouent, non pas par manque de courage, mais par manque de vision systémique. Changer les visages sans changer les mécanismes produit toujours le même résultat, un pouvoir recyclé, une déception amplifiée, une colère différée. Dis-moi ce que tu en penses. Le vrai danger est-il dans la rue ou dans l'incapacité à reconstruire après? Ce moment exige plus qu'un refus, il exige une imagination politique, une refonte des règles, des loyautés, des priorités. Sinon, le cycle recommence, toujours plus cher, toujours plus brutal, et ce qui vient ensuite décidera si cette mobilisation marque une rupture historique ou seulement un chapitre de plus dans une longue répétition. À mesure que la pression monte, une illusion persiste, celle qui consiste à croire qu'il suffit de remplacer un homme pour réparer un État. C'est faux, et l'histoire africaine le prouve encore et encore. Quand le pouvoir s'est construit pendant des décennies autour d'une seule figure, il ne disparaît pas avec elle, il se diffuse, il s'infiltre dans les lois, les budgets, les promotions, les silences, il devient une habitude collective. C'est là que commence la phase la plus délicate, la plus dangereuse aussi, parce que le moment où le peuple gagne symboliquement est souvent celui où le système, lui, se réorganise. Les réseaux ne s'effondrent pas. Ils mutent, les élites ne disparaissent pas, elles changent de discours, les anciens gardiens du régime se redéfinissent comme indispensables à la stabilité et soudain la promesse de rupture se heurte à une réalité brutale. Un État ne se démonte pas comme une scène après un spectacle, la force des masses a un pouvoir immense, elle peut fissurer l'ordre établi, elle peut rendre l'inacceptable visible, mais elle ne suffit pas à gouverner le lendemain. C'est ici que beaucoup de révolutions perdent leur souffle, quand l'urgence laisse place à la gestion, quand la colère doit devenir politique publique, quand les slogans doivent se transformer en institutions. Sans cela, le système reprend l'avantage, il joue la montre, il invoque la peur du chaos, il se présente comme le moindre mal et le peuple épuisé commence à douter. Pas de son combat, mais de ses capacités à aller jusqu'au bout. La vraie question n'est donc pas seulement celle de la chute du pouvoir ancien, mais celle de la naissance d'un nouvel État, un État qui ne repose pas sur la loyauté personnelle, ni sur la violence préventive, ni sur l'amnésie organisée. Reconstruire signifie redistribuer le pouvoir, accepter le conflit institutionnel, créer des contrepoids réels, tolérer la critique comme mécanisme de survie, pas comme menace. C'est une tâche longue, ingrate, souvent moins spectaculaire que la contestation elle-même. Mais sans cette étape, chaque victoire populaire porte en elle sa propre trahison future. Parce qu'un État non réformé finit toujours par se retourner contre ceux qui l'ont libéré. Ce moment historique n'oppose donc pas seulement un régime à une opposition, il oppose deux visions du pouvoir, l'une qui se transmet, l'autre qui se partage, et de cette tension naîtra soit une refondation durable, soit une nouvelle répétition plus dure, plus cynique, plus coûteuse. Il existe un moment précis où le pouvoir cesse d'être une structure et devient une obsession. Ce moment arrive quand l'État ne gouverne plus pour produire du futur, mais pour empêcher la perte du présent. À partir de là, chaque décision est défensive, chaque institution est instrumentalisée, chaque silence devient stratégique. C'est dans cette phase que la trahison interne cesse d'être morale et devient fonctionnelle, non pas parce que les individus deviennent soudainement courageux, mais parce que la survie personnelle commence à primer sur la survie du système, quand rester loyal devient plus risqué que se taire. Un pouvoir ancien ne tombe pas d'un coup, il s'évide.
Il continue à parler fort, mais n'écoute plus. Il continue à ordonner, mais ne contrôle plus entièrement l'exécution. Les chaînes de commandement restent visibles, mais leur efficacité se fissure. Les décisions sont retardées. Les responsabilités diluées. Chacun attend de voir dans quel sens l'histoire va pencher. C'est là que la force des masses devient autre chose qu'une pression. Elle devient une variable structurelle. Elle oblige l'État à se repositionner, même sans victoire formelle. Elle change le calcul interne du risque, mais cette force porte aussi un danger majeur, celui de croire qu'elle est suffisante en elle-même, que l'énergie collective peut remplacer l'architecture politique, que la chute d'un ordre produit automatiquement un ordre nouveau. C'est faux. Et c'est là que les systèmes les plus anciens survivent aux révoltes les plus puissantes. Ils attendent, ils laissent la fatigue s'installer, ils laissent les divisions apparaître, ils encouragent subtilement les conflits internes au camp du changement, puis ils reviennent, pas sous la même forme, mais avec les mêmes réflexes. Ce que beaucoup appellent stabilité n'est souvent qu'un retour maquillé, une continuité habillée de nouveaux mots, une réforme de surface pour préserver le cœur du pouvoir. La vraie rupture commence ailleurs. Elle commence quand la société cesse de déléguer aveuglément son avenir, quand elle exige des règles plutôt que des promesses, des institutions plutôt que des figures. Reconstruire un État, ce n'est pas remplacer des personnes, c'est redéfinir les circuits de décision, limiter la concentration du pouvoir, rendre la trahison systémique impossible parce que le pouvoir est partagé. Cela exige du temps, de la discipline collective, une vision qui dépasse l'urgence du moment. C'est aussi la phase la moins populaire, parce qu'elle est technique, parce qu'elle est frustrante, parce qu'elle ne produit pas de victoires immédiates, mais sans elle, la mobilisation se retourne contre elle-même. Elle devient une énergie consommée par le système qu'elle voulait briser. Et l'histoire recommence avec des acteurs différents, mais les mêmes mécanismes. À ce stade, la question n'est plus seulement comment renverser, la vraie question est comment empêcher que le pouvoir se referme à nouveau, parce que c'est là que se joue l'avenir réel, pas dans l'explosion, mais dans ce qui survit après. Et ce qui vient ensuite décidera si cette période marque une refondation profonde ou simplement une transition contrôlée vers une domination plus sophistiquée. À ce point précis, une vérité inconfortable s'impose. La foule peut forcer l'ouverture d'une brèche, mais elle ne décide pas seule de ce qui sera bâti à la place. C'est ici que le rapport de force change de nature. Le combat ne se joue plus entre pouvoir et opposition visible. Il se déplace vers l'invisible, vers les règles, vers les procédures, vers ceux qui écrivent les transitions pendant que la rue retient son souffle. La plupart des États autoritaires ne meurent pas, ils se recyclent, ils absorbent le choc, ils offrent des concessions symboliques, puis ils reconstruisent leur domination à un niveau plus discret, plus légal, plus difficile à contester. C'est ainsi que naît la désillusion. Quand la victoire ressentie ne se traduit pas en transformation réelle, quand les visages changent mais que les réflexes demeurent, quand l'État continue d'agir comme si le peuple était un problème à gérer, la trahison à ce stade n'est plus individuelle, elle devient institutionnelle, des compromis justifiés par la stabilité, des renoncements présentés comme nécessaires, des urgences qui repoussent toujours les réformes profondes, et pendant ce temps, la mobilisation se fatigue, la vie reprend. Les priorités personnelles reviennent, l'énergie collective qui avait tout rendu possible commence à se dissiper. C'est exactement ce que les systèmes anciens savent exploiter. Ils savent attendre, ils savent survivre à l'émotion, ils savent que le temps joue pour eux si rien n'est verrouillé structurellement. C'est pourquoi la question centrale n'est jamais celle du courage populaire. Le courage est là, il s'est déjà exprimé. La vraie question est celle de la capacité à institutionnaliser la rupture. Qui contrôle les forces de sécurité après la crise, qui écrit les règles du jeu politique nouveau, qui garantit que le pouvoir ne pourra plus se concentrer entre quelques mains. Sans réponse claire à ces questions, la transition reste fragile, réversible, exploitable. Un État réellement refondé est un État qui accepte d'être limité par le droit, par la société civile, par des contre-pouvoirs effectifs, pas par la bonne volonté d'un dirigeant, mais par des mécanismes contraignants. C'est là que beaucoup reculent, parce que partager le pouvoir est plus difficile que le conquérir, parce que bâtir des institutions solides est moins spectaculaire que renverser un régime. Mais c'est aussi là que se joue la différence entre une rupture historique
et une parenthèse vite refermée. Ce moment exige plus que de la mobilisation, il exige une vigilance prolongée, une intelligence collective, une détermination à ne pas céder une seconde fois ce qui a été arraché une première, car l'État qui émergera de cette période portera pour longtemps la trace des choix faits maintenant, et ces choix décideront si le pouvoir sera enfin redistribué ou simplement redéployé. Il reste une dernière illusion à déconstruire, celle qui consiste à croire que l'histoire avance toute seule du bon côté sans effort conscient. C'est rassurant, mais c'est faux. Aucun système ne se transforme durablement par fatigue du pouvoir seul. Il se transforme quand la société impose des lignes rouges claires, quand elle refuse le retour déguisé. Quand elle comprend que la victoire n'est pas un moment, mais un processus, à ce stade, le danger n'est plus la répression frontale. Le danger, c'est la normalisation, le retour progressif à l'ordre. Les discours qui appellent à tourner la page trop vite, les appels à l'oubli au nom de la paix, car l'oubli est le meilleur allié des systèmes anciens. Il efface les responsabilités, il dilue les fautes, il permet aux mêmes logiques de se reconstituer sous d'autres noms. C'est ici que la force populaire doit changer de forme, moins de cris, plus de vigilance, moins de mobilisation ponctuelle, plus de présence continue dans les espaces de décision. Un peuple qui disparaît après la crise laisse le champ libre. Un peuple qui reste organisé devient une contrainte permanente sur le pouvoir. Et c'est cette contrainte qui fait la différence. La vraie refondation ne se voit pas toujours. Elle se joue dans les textes de loi, dans les budgets publics, dans la transparence des nominations, dans la possibilité réelle de contester sans être criminalisé. Ce travail est lent, il est souvent ingrat, il n'offre ni héros immédiats, ni récits simples, mais il protège l'avenir. Sans cela, chaque transition porte en elle la graine de la suivante. Chaque espoir déçu alimente un cynisme plus profond et chaque génération hérite d'un État qu'elle n'a pas choisi. Ce moment historique oblige donc à une maturité politique collective, à comprendre que la rue ouvre la porte, mais que seule la structure empêche qu'elle se referme, à accepter que la lutte la plus décisive commence souvent quand les caméras s'éteignent. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la fin d'un cycle, c'est la capacité à empêcher qu'il recommence, à transmettre autre chose que la colère, à transmettre des règles, des limites, des garanties. Et si cette conscience s'enracine, alors quelque chose change vraiment, pas seulement un pouvoir, mais la relation entre l'État et ceux qu'il prétend servir. Il faut maintenant regarder ce moment sans romantisme, sans slogan, sans illusion de pureté. Ce qui s'est ouvert n'est pas une victoire assurée, c'est une responsabilité historique, rare, fragile. Le pouvoir ancien n'a pas disparu, il a été contraint, observé, mis sous tension, et cela change tout, car désormais rien ne peut revenir exactement comme avant. La peur a circulé, la parole a circulé, la possibilité du changement est entrée dans l'imaginaire collectif, mais cette possibilité peut se refermer toujours si elle n'est pas protégée. La vraie question n'est donc plus celle du courage, il a été démontré, elle n'est plus celle du nombre. Il a été visible. La question est celle de la durée, de la capacité à tenir sans s'épuiser, à transformer l'élan en règle, la colère en contrôle démocratique, la mobilisation en architecture politique. Un État réellement reconstruit est un État qui accepte de ne plus tout contrôler, qui accepte d'être surveillé. Contester, limiter, c'est inconfortable pour le pouvoir, mais vital pour la société. Si cette exigence s'ancre, alors ce moment ne sera pas une parenthèse, il deviendra un précédent, un point de non-retour, sinon il rejoindra la longue liste des occasions manquées, celles que l'histoire enregistre et que les générations suivantes paient. Ce qui vient de se jouer dépasse un pays, il parle à tout un continent, à tous ceux qui vivent sous des systèmes qui se perpétuent par habitude. La question finale n'est donc pas qui a gagné, mais qu'allons-nous empêcher de revenir? Parce que le vrai pouvoir, au bout du compte, ce n'est pas de renverser, c'est de ne plus jamais rendre ce qui a été arraché. Et ce chemin-là ne fait que commencer.